les étapes, ça va, avant qu'on commence. Après ça, je vais donner une petite feuille aux participants, sauf Suzanne. Et puis, on va voir là, le temps que ça prend, OK? Parce qu'on avait parlé un petit peu avec Michel, ça, je pensais à peu près aux alentours de 45 minutes, peut-être un peu plus, peut-être une heure. On verra comment ça évolue. Puis, si, par exemple, la troisième, après avoir traité la troisième, on pense qu'on en a assez pour l'instant, mais on prendra une pause là. Sinon, on prendra une pause à la toute fin, puis on viendra avec les considérations du théâtre. Ça va? OK, donc voici, grosso modo, les étapes que l'on emprunte. Vous allez voir qu'il y a des ressemblances assez importantes avec les étapes du co-développement. La première différence que je vois entre les pratiques que j'ai pu élaborer dans le passé sur l'analyse de la transformation des pratiques professionnelles et le co-développement est peut-être l'insistance que nous mettons sur la prise de conscience des modèles d'action et d'interaction que révèle la situation problématique apportée par le client. Cette prise de conscience-là peut être un outil utile. Ce n'est pas une panacée, c'est un outil utile pour voir de quelle manière, finalement, la personne compose spontanément avec la situation. Et non seulement cela, mais qu'est-ce qu'elle répète dans cette situation qui fait en sorte qu'elle contribue à alimenter le problème, alors que son intention première est effectivement de s'en départir, de s'en affranchir. L'autre chose, c'est dans l'animation. Et vous allez voir que c'est en lien un petit peu ce que je viens de dire précédemment. L'animation est bien sûr de mettre à contribution le groupe le plus possible dans l'aide que l'on peut apporter, dans l'accompagnement que l'on peut faire auprès de cette personne qui présente une situation. Par ailleurs, il arrive que les experts tout autour de la table n'arrivent pas à permettre à la personne justement de prendre connaissance de ces modèles récurrents qui sont à l'origine du problème. Donc, l'animateur à ce moment-là va se permettre peut-être de faire des interventions un peu plus directives, et cela étant dit avec sollicitude et empathie, visant à apporter un éclairage différent sur la situation, puisque le travail du groupe ne le permet pas. Et on tourne en rond, il y a comme une espèce d'infertilité au processus de groupe. Alors l'animateur se fait le garant un peu de la question du changement, parce que, en bout de ligne, ce que l'on vise quand on fait de l'accompagnement de groupe, dans une perspective de co-développement ou d'analyse et de transformation des pratiques, c'est l'apprentissage et le changement. De mon point de vue, l'animateur a la responsabilité d'aider le groupe à s'inscrire dans des sentiers qui n'ont pas été empruntés jusqu'à maintenant par le client et par le groupe lui-même. Donc, le groupe est amené à se regarder lui-même aussi dans ce type d'aventure. Je m'entends l'énoncer. Okay? On trouve que c'est important, ce bout-là, parce que là, c'est sûr qu'on est un peu dans l'artificiel. Hein? On est entre le fictif et le réel, mais pas plus tard qu'il y a 2 semaines,
on constatait en lisant les données qu'il y a des gens, juste le fait d'énoncer le problème, vous avez tous vécu ça, on appelle ça le think aloud, ça fait en sorte que déjà là, ils voient le problème dans son ensemble, du moins dans un ensemble, et puis qu'ils ont déjà un petit bout de fait là, dans le processus de résolution du problème. Le 1, c'est vraiment plus de la description. On n'entre pas là, dans des efforts de compréhension, on n'entre pas dans de l'hypothétisation. On essaie de comprendre ce qui s'est passé. Donc, les faits, entre guillemets, les faits ou les faits révélés, parce que c'est jamais purement objectif. Dans le deuxième temps, par ailleurs, là, vraiment, là, on se met à essayer de comprendre, mais qu'est-ce que c'est que ce problème-là? D'ailleurs, la question première qu'on va poser à la personne, c'est tout simplement, oui, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est pas la description, mais qu'est-ce que tu en comprends du problème? C'est quoi le problème pour toi? Alors, après ça, il va y avoir la formulation de la demande. Vous autres, je pense, vous appelez ça la demande de consultation. Contrat. Voilà, le contrat. On utilise, nous autres, cette petite phrase-là qui s'avère être assez utile parce qu'on avait fait ça dans le passé quand je travaillais avec Fernand Serre. Mais en recherche, on l'a réutilisé, on l'a testé un peu, puis ça s'avère être la phrase qui est un peu la plus utile, la plus intéressante pour pouvoir aller chercher la demande. Alors, la demande, ici, moi, je fais une distinction, j'en parlais un petit peu au téléphone avec Suzanne. La demande, c'est pas la commande, d'accord? La demande, c'est pas non plus ce qui a été prévu initialement quand elle apporte son incident critique, nécessairement. Ce qui est apporté dans l'incident critique, dans la description, c'est souvent, on va appeler ça une allégation. Autrement dit, c'est la première demande. La deuxième demande, c'est une demande habituellement qui est plus travaillée un petit peu, qui est plus inspirée des réflexions qu'on va avoir eues ensemble. Donc, à la lumière du travail d'analyse qu'on va avoir fait ensemble, maintenant, tu serais satisfaite si. Alors, c'est quoi ta demande? Ça va? Mm-hmm. On essaie de voir ce qui n'a pas déjà été envisagé et fait par la personne pour effectivement l'amener à faire un pas en plus par rapport aux problèmes qu'elle rencontre. Là, je vais mettre une nuance encore ici. Vous allez me dire que c'est peut-être pas nécessaire, mais moi, je le trouve nécessaire. L'idée du recadrage, là, c'est pas nécessairement le recadrage intégré, fini, absolu. Là. OK, c'est la piste. On va vers quelque chose qui pourra s'apparenter à ça. Alors, par moment, parce que quand on lit un peu l'idée de recadrage qui vient de l'école de Palo Alto, là, on parle des changements de type 2, puis quasi des reconversions par moment. Là. Alors, pas tout le temps là-dedans. Ça. Donc, j'ai remis aux gens autour une feuille avec des questions qui pourraient inspirer les questions que vous allez poser à Suzanne. Ça va? Pourquoi ces questions-là en particulier? Parce qu'ils sont intimement rattachés aux notions de modèle d'action et d'interaction, tout simplement. Alors, ça va nous permettre de faire un petit bout en plus par rapport à ça. Ça va bien? Oui. Merci d'être présente et présent, messieurs. Alors, Suzanne a accepté de soumettre à notre attention aujourd'hui un incident critique pour que nous puissions, avec elle, en arriver à comprendre pourquoi pour elle c'est un incident critique, en quoi il consiste, pourquoi pour elle c'est un incident critique, puis aussi, éventuellement, à formuler une demande qui puisse nous aider, encore une fois, à l'aider à faire un pas en plus par rapport à cette situation-là, relativement déstabilisante ou incapacitante. Tout dépendant. Merci beaucoup, Bruno. J'ouvre juste une parenthèse. C'est un fait véridique, enrobé. Si jamais vous connaissez des gens, des personnes, personne ne les reconnaît. Je fais la pratique privée dans des organisations à Montréal. Donc, j'ai tenté d'enrober. Donc, 75% de faits véridiques, de l'enrobage. Et ça vous va tout le monde? Mm-hmm. OK. Oui. C'est à titre d'animatrice que je rencontre un incident critique. Ça s'appuie sur, pour moi, une valeur qui est fondamentale, qui s'appelle l'autonomie et la responsabilisation de tous les participants d'un groupe de co-développement. J'ai animé un groupe de co-développement dont la composition était la suivante: 3 professionnels, des nouveaux seniors, 3 gestionnaires de proximité, niveau intermédiaire, et 4 directeurs d'unités qui sont de nouveaux seniors. Aucun des participants n'est le gestionnaire d'un autre participant.
6 participants avaient déjà travaillé ou travaillent toujours ensemble, soit pour des projets dans une même unité, collègues ou dans une direction commune. Les 4 premières rencontres se sont déroulées selon les rêves de tout animateur. Les participants suivaient la démarche. Je ne sentais aucune différence hiérarchique entre les participants ou d'inconfort entre les participants. À partir de la 5e rencontre, 3 des 4 directeurs d'unité sont moins à l'écoute, ont des non-verbaux qui donnent des signes d'impatience, de banalisation de ce que dit le participant qui présente sa situation ou son incident critique, et ont une attitude je l'ai déjà vécu, du monde, du mode, plus dire quoi faire, et ils s'installent puis s'absentent un peu plus. On les voit moins, ils sont moins réguliers. Lors du retour de la rencontre ultérieure, le participant qui a vécu cette situation-là pour la première fois est beaucoup plus nerveux quand il revient sur comment il agit, qu'est-ce qu'il a fait, et c'était quoi son plan de travail, etc. 3 des directeurs d'unité n'ont jamais présenté de situation. Ils n'ont jamais présenté de situation. Donc, tous les participants font la démarche jusqu'au bout. À la conclusion, parce qu'il y a un cadre de temps précis, aucun des participants ne relève ce glissement. Les participants recommandent de faire la démarche beaucoup plus courte, sur 6 mois, et de limiter les nombres de rencontres à 5. Donc, au départ, c'était 6 rencontres échelonnées sur 8. Quand ils font la conclusion, dans la règle, on devrait raccourcir et diminuer le nombre de rencontres. Là, je ne sais plus dans la méthodologie. Est-ce que je peux énoncer la situation recherchée? Non, pas tout de suite. Merci. Donc, je vais vous demander de réagir à ce que vient de nous présenter Suzanne, mais cette fois-là pour tenter de comprendre la situation, comprendre ce qui s'est passé, et non pas de comprendre la problématique là, plus à fond. Est-ce que vous avez des questions de clarification, en d'autres mots, que vous aimeriez adresser à Suzanne pour que votre représentation de la situation soit plus complète? Denis? Peut-être j'ai mal compris au départ. Est-ce que c'est, dans quel, je suis animatrice, est-ce bien un groupe de co-développement? C'est un groupe de co-développement qui, c'est un mandat qu'une organisation m'a donné pour amener des gens, parties prenantes à l'implantation d'un projet, à travailler ensemble dans le processus d'implantation. Qu'est-ce que ça te fait vivre, toi, tout ça, comme animatrice? Ah. Qu'est-ce que ça te fait vivre, tout ça, comme animatrice? Ça peut interpeller la notion de compétence ou de la difficulté à agir sur cette impression de pouvoir qui peut s'installer. Alors, juste un instant. Voyez-vous, ce type de... Là, je tombe à l'autre niveau. Ce type de question-là, habituellement, on attend pour la poser. C'est pas grave qu'elle tire pas du tout. C'est juste montrer la façon de fonctionner. Parce que là, on commence à entrer dans ce qui peut constituer un problème pour elle. OK? Donc là, je vous ramène dans ce temps-là à la première préoccupation. Et est-ce que la situation vous semble suffisamment claire? Mais j'oublie pas la question qu'elle tient. Oui. Alors, moi, ma question, c'est autour du nombre de personnes. Tu m'as mentionné 3 professionnels. Est-ce que tu peux reprendre? Oui, avec plaisir. Moi, les interactions. OK, il y a 3 professionnels qui sont des professionnels qui n'ont pas de portée managériale, qui sont dans des compétences communication, ressources humaines et technologie. Il y a 3 gestionnaires de proximité, donc le gestionnaire qu'on appelle sur le terrain. Et il y a 4 directeurs qui sont responsables d'unités, qui sont tous impliqués dans l'implantation. Donc, ils sont 10 au total. Ils sont 10 au total. Et il n'y en aura que 6 qui vont... Excusez-moi, ça va? Oui, ça va, Et il oui. n'y en aura que 6 qui vont présenter? Il va en avoir 7 parce que 3 sur 4 ne font pas de présentation. Ils viennent tous du même groupe.
Merci. Bienvenue. Oui, Daniel? Quelle est la grandeur de l'organisation? C'est une organisation qui a entre 5 et 7 500 employés. Oui, mon Dieu, c'est grand. Oui. Oui, c'est très grand. Oui, Solange. Oui, j'ai compris qu'il y a eu une première séquence, cette groupe, cette rencontre, et il y a eu et vous êtes repartis, vous avez recommencé une séquence de co-développement, c'est ça? Non. Non, L'histoire du raccourcir L'histoire- diminué, là. OK, non, parce que quand vient le temps, quand l'évaluation de la démarche OK. s'est faite, D'accord. les participants au groupe ont fait l'évaluation de la démarche, ils ont tous dit ça a OK. donné les résultats escomptés, mais nous, ce qu'on recommande, si jamais l'organisation voudrait créer, c'est d'avoir moins de séances de co-développement et de le rapetisser, de plus le concentrer. OK. Merci. Oui, Daniel? Est-ce qu'ils ont motivé cette demande-là? En tenant compte des objectifs de départ qui étaient, au lieu d'aller par une approche de troubleshooting, il y a un problème, il y a une solution, Oui. et que les mêmes problèmes se répètent d'implantation en implantation, c'était de dire on va travailler ensemble pour arriver à ce que les éléments, les situations critiques, les éléments pour les solutionner, ce sera une partie prenante de groupe, et que ça puisse avoir un effet d'entraînement dans d'autres implantations. Donc, ta question, tu me la rappelles, s'il te plaît. Oui, tu as vu mes yeux. Oui, oui. Est-ce que le fait de vouloir diminuer le nombre de séances, ils ont je voulais savoir comment Oui. ils avaient motivé cette... Pour eux, mais ils se sentaient outillés pour être capables d'agir dans l'avenir, dans des implantations de cet ordre-là ou c'est similaire, et qu'il y avait l'impression qu'il y avait un étirement. À partir de la 4e, j'ai l'impression que c'était redondant. OK. Oui? Si je viens de saisir, Jacques? c'est qu'au bout de la 4e, 5e rencontre, ils ont comme fait le tour. En tout cas, nos directeurs d'unité trouvaient qu'ils avaient fait le tour. OK. Bien, vous avez fait Oui, le tour. Solange? Merci. Vous avez fait le tour de quoi au juste? De la méthode ou bien ils se sentaient outillés pour, tu as dit ça? Pour arriver, parce que en implantation d'un projet significatif, bien, à la semaine, au mois, il y a des situations, il y a des crises, des incidents critiques. Là, donc, pour eux, il y avait comme eu, pratiquement, il y avait 13 apports d'incidents critiques qui se sont faits pendant les séances. Donc, il y avait l'impression d'avoir, avait l'impression d'avoir des cadres de référence qui étaient suffisamment significatifs pour ne plus avoir besoin de cet échange-là. OK. Ou de ce travail-là en co-développement. Est-ce que c'est les 4 directeurs qui avaient cette impression-là? Est-ce que ça a été C'était nos signifié? cadres, c'était les directeurs d'unité. Ouais. Ok. Et est-ce qu'ils ont clairement signifié ce fait ou c'est une impression? Je ne sais pas si je suis hors d'ordre. Est-ce qu'ils l'ont clairement signifié? qu'ils avaient- Par le non-verbal ou certains comportements et le commentaire en évaluation, on pouvait faire un lien. Mais clairement, on trouve qu'on a perdu notre temps à partir de la 4e. Ça n'a pas été dit de cette façon-là. Et l'animatrice n'est pas allée chercher de cette façon-là non plus. OK. Oui? Donc, ce sont 3 corps d'emploi différents, on va dire ça comme ça. Tu dis qu'il n'y a personne qui est en autorité sur quelqu'un, mais est-ce qu'au niveau hiérarchique, dans l'organigramme, c'est sur le même palier, ça, ces trois niveaux? Dans un organigramme traditionnel, c'est évident, tu peux te retrouver avec différents paliers, mais l'autorité fonctionnelle n'est pas nécessairement reliée dans une gestion de projet au niveau hiérarchique. OK. OK, mais tu as raison, c'est des cadres, des fonctions qui ont des grandes différences et il y a quand même des niveaux hiérarchiques différents. Le gestionnaire de proximité versus un directeur d'unité, la latitude et le poids dans une organisation diffèrent. OK. Moi, j'aurais une question aussi de clarification. Les 10 personnes qui se retrouvent là, est-ce qu'ils se retrouvent là sur une base volontaire? C'est une base volontaire.
l'organisation, le secteur qui était responsable de l'implantation, avait identifié différents moyens pour innover puis changer la façon de gérer l'implantation, surtout gérer les incidents critiques en cours d'implantation. Et il y a eu des échanges auxquels je n'ai pas participé et auxquels on a expliqué les différentes approches. Il y avait comme le meeting le matin, la demi-heure, puis on fait la liste des problèmes, puis tu t'en occupes, tu t'en occupes, tu t'en occupes. Ou on se met quand ça saute, à moins de 2 heures, on se réunit, puis on en discute. Et il y a quelqu'un qui a amené la notion du co-développement pour implanter une notion d'apprentissage, mais aussi de responsabilisation et de partie prenante dans la démarche d'implantation. Et ces gens-là devenaient, l'objectif final de l'organisation, c'était d'amener les participants à faire les choses autrement dans les prochaines implantations. Oui. Autre question de clarification? Moi, c'est une petite dernière. Par rapport en co-développement, chaque fois qu'on retourne à l'autre séance, la personne qui a présenté son projet, normalement, arrive avec un retour par rapport à ça. Est-ce que dans les premiers temps, tu as eu des retours qui étaient positifs? Y avait-tu quelque chose? Y avait-tu un changement qui était... Dans les premiers temps, les retours étaient positifs parce que concrètement, on voyait que l'équipe avançait, l'équipe d'implantation, et elle travaillait vraiment en cohésion. Donc, à quelque part, il s'est passé un moment où il y avait une partie des participants qui avaient l'impression que c'était redondant ou que ça c'était pas nécessaire de faire une démarche comme ça pour arriver. Okay. Quel est le problème pour toi? En quoi est-ce un problème, cette situation-là, pour toi? En quoi cet incident-là est si critique pour toi? Ou est critique pour toi? Oui, en fait, l'incident critique joue un rôle, je dirais, déterminant dans la démarche que nous valorisons. L'incident critique, en fait, c'est le moment de déstabilisation. C'est le problème que rencontre la personne. Sans cette déstabilisation-là, on ne pensera pas effectuer un changement. Donc, cette déstabilisation-là est éminemment subjective, d'abord, parce que tout autre acteur pourrait vivre la même situation et ne pas vivre cette déstabilisation-là. S'il n'y a pas de déstabilisation, s'il n'y a pas de dilemme, s'il n'y a pas irritant récurrent, la motivation de la personne risque de ne pas être au rendez-vous. Hein. La personne, ici je parle du client, risque de ne pas être au rendez-vous. Et là, il nous manque un ingrédient très important pour favoriser un apprentissage et un changement. Donc, dans toute théorie de l'apprentissage adulte, on insiste beaucoup sur cette question de la déstabilisation par rapport au cours normal des choses. Le cours normal des choses, ce sont les modèles, les rituels que nous utilisons, nous, sur une base personnelle, mais aussi en interaction avec l'environnement dans lequel on se situe. Et dans la mesure où on peut identifier ce qui dérange, ce qui déstabilise la personne, eh bien, on a déjà un pas de fait. Eh bien, ça, il faut bien le nommer, d'ailleurs, ce problème-là. La personne va nous amener sa définition première du problème, mais il faut l'aider à la préciser. Qu'est-ce qui constitue vraiment le problème? Comment elle a essayé de le comprendre jusqu'à maintenant? Comment nous, on peut apporter une interprétation qui soit plus heureuse dans ce contexte-là, afin qu'elle soit munie autrement au sortir de cette aventure de groupe-là, pour qu'elle puisse faire des pas qu'elle n'avait pas fait antérieurement? Dans une notion de pouvoir hiérarchique. C'est ça qui fait que... Oui? Qu'est-ce que ça veut dire ne se voyait pas aller? Je voyais pas aller. Bon, s'il avait fait hypothèse, un peu de pensée réflexive, il serait vu aller puis il serait entendu. Il serait vu dans ce désengagement-là. OK. C'est leur désengagement. Ils n'ont pas vu leur désengagement. C'est l'hypothèse. Ouais. Moi, je pense que si c'était vu, il s'est rendu compte qu'il n'était pas dans les règles qu'on avait convenues au départ. Il y a eu un bris inconscient de règles. Ouais. Dans le fond, ils ne veulent pas se regarder, ils ne veulent pas se faire une auto-réflexion de leur action dans le co-développement. Je ne sais pas s'ils veulent pas, s'ils peuvent pas, mais ça ne s'est pas fait. Ah, OK. On est dans le vouloir et le pouvoir là-dedans. OK. C'est ça. Qu'est-ce que... Oui, oui, Daniel? Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur ton animation, le fait qu'ils ne voulaient pas se regarder? Ça m'a déstabilisé
Et ça m'a surtout questionné qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas agir comme animatrice. Je me sentais incapable d'agir parce que je ne voyais que l'action directe et je disais que c'était fragile d'agir sur 4 personnes. Puis c'était pas dans le rôle, c'est pas d'une approche comme ça. Tu dis que tu ne l'as pas dit parce que tu étais en train d'y réfléchir. Est-ce que tu te souviens si c'est associable avec un contenu précis? Est-ce que c'est associable avec... c'est associable avec un non-verbal qui venait me chercher. C'est comme, il n'y avait pas besoin, c'était pas la parole, c'était le langage, le non-verbal, et puis la personne qui présentait sa situation critique, elle était bien cernée. Je l'ai compris la rencontre après que ça l'avait touchée, parce qu'elle n'était pas à l'aise de revenir avec. Est-ce que tu penses que ça a eu un impact à partir du moment où tu t'es rendu compte de ça sur ton animation après? Oh, là, j'avais besoin de d'autres personnes à ma place qui répondent. Personnellement, j'ai fait en sorte de focaliser constamment sur l'objectif, sur le mandat que l'organisation avait donné, d'arriver à faire une implantation réussie pour que les gens aient aussi une reconnaissance. Pour moi, c'est important. Il y avait 10 personnes qui avaient un mandat de livrer. Et quand on est dans des organisations, il faut livrer ce type de choses-là. Ouais. Excusez, ça peut être un downer ou un murder, c'est pas bien chic, là, mais tu peux y laisser ta peau. Donc, je me sentais la responsabilité que ces personnes-là, et que tous ensemble, y arrivent. Et ça ne devienne pas la chose principale. Mais ça l'a ajouté une pression? Ça l'a ajouté une déception. Ça l'a ajouté le prochain mandat d'un type comme ça. C'est évident qu'il y a des choses à clarifier. Et puis là, je vais pas entrer dans les solutions que j'aurais pu faire que je n'ai pas faites. Autre question? Tu peux pas agir comme tu voudrais agir. C'est une bonne synthèse. Je me suis sentie limitée dans mon agir d'animatrice. Daniel? Quels sont les impacts réels que tu as pu observer dans l'organisation? J'ai acheté la paix, peut-être? Je ne sais pas, là. Okay. Okay. Je peux vous dire, là, vous me demandez de retourner dans quelque chose. Et si je l'amène, qu'est-ce que je me suis empêchée de le faire? C'était comme, c'est pas ça que j'avais à livrer. Puis je livrais, le out était livré. Vous savez, quand on est en consultation, puis on livre le out, là, la sortie, elle est là. Les inconforts, puis les choses qui nous fatiguent en cours. Oui. Est-ce que, dans le fond, je n'ai pas composé avec parce que j'étais focalisée sur le résultat. Puis c'est ça. Regardez, je ne peux pas aller plus loin. Là, c'est vraiment, je ne suis pas capable de vous dire plus que ça. Puis sur place, là, c'était ma deuxième question, mais je le pose. Comment tu n'as pas agi? Comment tu as fait ça pour agir? Comment j'ai pas... Ben là, j'ai été extrêmement empathique et supportante pour quand la personne est revenue. Et là, j'ai comme toute animation pour que les cartes, là, il y a de l'écoute, puis sécuriser cette personne-là. Tu sais, j'ai comme donné une force à la personne qui était plus en déséquilibre. J'ai reformulé de façon à ce que tout ce qu'il disait s'élevait, qu'il était obligé d'écouter. Et après ça, il faut, sinon nous, il en reste un. Il reste une séance, puis j'en ai la séance. On a bouclé. Donc... l'animatrice, elle ne se trouvait pas extraordinaire. OK. Mais je reformule, tu me dis si c'est juste ou pas. Tu t'es dit, je focalise sur le client. Oui, focalise sur le client, c'est le résultat. OK, parfait. Parfait, oui, c'est une bonne synthèse. Les apprentissages et d'intégrer dans cette étape-là une appréciation de la séance et de remettre au groupe un peu sa responsabilité dans l'atteinte des gains. Vous aviez des objectifs à atteindre, tout le monde. Alors, dans ce tour de table-là, est-ce que vous trouvez que comme groupe, on s'en va vers ces objectifs-là? Est-ce que vous êtes satisfait de vous? Puis d'ajouter ça à l'étape 6,
à la fois, ça responsabilise le groupe et à la fois, moi, ça me légitime après de donner mon observation de la séance. Fait que c'est ça. Donc, à la fin de la 5e, ou à quelque part, Ben, l'autre jour, ben, idéalement, je spécifie déjà qu'à l'étape 6, nous allons avoir une appréciation. Là, de l'ajouter en cours de route, ben, je l'ai fait dans un groupe. J'ai ajouté en cours de route cette précision-là OK, que j'avais c'est bon. pas fait. Donc, OK, ça c'est se fait. intéressant. OK. Ça a bien passé. ça n'a pas engueulé, ça rit, puis oui, il y avait une couple qui était moins confortable, mais c'est ça. Voilà. Hein? Un beau petit groupe. Mais qu'est-ce Autrement qui- dit, excuse-moi juste pour compléter, le scénario. Autrement dit, le scénario ne se passait pas comme c'était supposé de se passer, selon ta compréhension, la démarche de co-développement. Selon ce qui avait été acheté par l'organisation, Oui, oui. puis selon ce que les gens avaient compris. Oui. C'est comme si c'est moi qui disais « Wow, ce qui se passe ici, ça glisse ». Mais nos 4 directeurs, là, OK. ils ne se sont pas arrêtés, je ne les ai pas fait arrêter, je les ai pas amenés à réaliser qu'est-ce qu'ils faisaient. OK, c'est bon. bon. Parfait. Oui, Léane? Mais est-ce que tu estimais que ce qu'il faisait entachait le résultat, non? Non. OK. Non. Le livrable. Le livrable. C'est ça. C'est ça la difficulté d'un dossier comme ça. Oui. Bien, il y a un livrable d'être capable de développer une approche de cohésion et de bâtir ensemble et de collaboration qui n'a pas été atteint, par exemple. OK? Il y en a un livrable qui n'a pas été atteint. Ça fait du temps, là, mais ça vient. Dans quelle mesure c'est un livrable, ça, cette portion-là? Parce que c'est un des objectifs visés. Quand je me suis assise avec la direction, etc., l'objectif, c'était aussi pour permettre les gens de développer ces compétences-là, ces habiletés-là, pour faire en sorte que, donc, Léane, Oui. il y a un livrable qui n'a pas été livré. Et probablement, si j'avais agi entre le 5 et le 6, il y aurait eu un stop qui les aurait obligés à réaliser que pour arriver à ces objectifs-là, tu ne peux pas aller dans cette approche-là. Venu à la notion de ne pas aller jusqu'au bout d'une forme de bris de contrat. OK. La deuxième valeur, c'est venu me chercher comme animatrice parce que si j'avais été dans un autre contexte d'animation, Oui. un peu moins structurant, j'aurais probablement fait une pause et j'aurais dit on fait une pause, puis puis j'aurais amené probablement à faire une démarche de pensée réflexive, qu'on réalise Et pour moi, cette étape-ci, la démarche structurée du co-développement, je me suis rendu compte qu'elle m'avait freinée. Voilà. Alors, Suzanne, qu'est-ce que vous retenez de votre expérience de simulation en salle? Ce que je retiens, mais surtout ce que j'ai appris au départ, c'est que la qualité de Bruno en tant qu'animateur était essentielle dans cette démarche-là. Ça a permis à chacun et chacune d'être très confortable. Et ça m'a surtout, moi, cette expérience-là, permis de réaliser que il y avait une situation que je n'avais pas complètement réglée. On ne peut pas parler d'une situation critique qui remettait en question mes qualités professionnelles, mais il y avait une situation qui était latente et que je sentais, mais que je n'étais pas capable, je ne savais pas de quel sens l'aborder. Donc, ça m'a permis de faire cet exercice-là et de faire une prise de conscience, ce qui m'appartenait comme animatrice principalement. Alors, justement, comme animatrice, qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience, de ce vécu-là?
Dans le fond, ce que j'ai appris, et j'ai le goût d'ouvrir une parenthèse, ce que j'ai appris, c'est l'importance de se rappeler le rôle le rôle d'animateur qui, oui, est sous un angle dans le co-développement, mais qu'on n'échappe pas nos grands principes de base d'animatrice ou d'animateur expérimenté. Donc, ce que j'ai appris c'est de pas hésiter. C'est de pas hésiter quand on constate qu'il y a quelque chose qui glisse ou quelque chose qui peut glisser, de prendre du temps à la fin d'une rencontre de co-développement ou au début de la prochaine pour amener le groupe à prendre conscience de cette réalité-là et que chacun s'approprie ce qui lui appartient. Ce que dans une démarche de co-développement, un animateur ou une animatrice pourrait se sentir plus restreinte par rapport à d'autres interventions et je trouve que ne faut pas justement se restreindre. Il faut se donner la chance et la perspective de réajuster quand c'est nécessaire et de ne pas attendre trop tard dans la démarche. Et ça veut dire aussi peut-être de sortir du cadre habituel Oui, ça pourrait dire sortir du cadre habituel, mais ça pourrait aussi dire se rasseoir, prendre du temps et même, si nécessaire, renégocier des aménagements. Ça pourrait aller... Dans le fond, le groupe de co-développement, c'est une approche évolutive d'apprentissage et avec le recul, éviter de se cristalliser dans l'approche de départ de négociation s'il y a lieu de réouvrir des éléments qui vont toucher l'engagement des participants, la responsabilisation, l'investissement ou l'écoute et le respect entre eux. Je trouve que c'est valeur de base du co-développement. Quand l'un de ces aspects peut glisser, oui, il faut avoir un rôle beaucoup plus actif qu'observateur et ne pas avoir peur de revenir sur ce qu'on avait convenu. Et si c'est pas nécessaire, d'élargir les ententes qu'on avait fait au départ. Alors, est-ce que ça veut dire que dans le futur, ce sont des choses que vous allez faire différemment? Comment est-ce que vous définiriez là, les approches que vous prendriez dans le futur, là, dans un groupe de co-développement? Dans le futur, oui. Dans le futur, je suis certaine que je vais être très à l'écoute de cette sensation-là et sûrement, je vais l'amener à la fin de la rencontre. Ce qui ne veut pas dire qu'à la fin de la rencontre, on va trouver les solutions, mais d'amener une situation ou un sentiment, une impression comme animateur, aller valider auprès des participants, est-ce que je suis la seule? Est-ce que ça... Et se donner, soit on y travaille à la fin de la rencontre ou on se donne un point au début de la rencontre avant de revenir sur l'expérience du consultant de l'activité de reprendre ou de poursuivre cet échange-là. Pour s'assurer que on maintient les objectifs de base, mais on travaille ensemble, tout le monde ensemble. Pas qu'il y ait de retrait, comme il y a eu dans la situation que j'ai présentée. Alors, ça a été, je pense, pour tout le monde, une expérience fascinante de voir se dérouler devant leurs yeux cette simulation qui était mais quand même très proche de la réalité. C'est quoi votre conclusion suite à cette expérience-là? Premièrement, ce fut pour moi, j'étais en grande confiance, je dois le dire. J'étais en confiance par rapport à Bruno, par rapport aux consultants, aux participants autour de la table et dans la salle. En aucun moment, je me suis sentie à risque. Je trouve que c'est important. Il faut vraiment passer dans ces exercices-là, ça demande une cohésion puis une complicité et je la sentais. Et la part des membres du groupe et de l'animateur permettent vraiment de revenir sur des éléments que ça peut être difficile d'identifier seul ou même avec un exercice, avec l'introspection ou une approche de pensée réflexive. Des fois, on se rend compte que la part d'un groupe, la neutralité de ces gens-là permettent vraiment d'aller plus loin et c'est ce qui m'a permis de mettre les choses à leur place après.
Puis surtout, ce que je dois dire, c'est que l'humain étant ce qu'il est, étant ce que je suis, souvent, ces choses-là se répètent au cours de notre cheminement professionnel et même dans notre vie personnelle, et on pourrait avoir tendance à les mettre sous le tapis. Et là, ce que je me suis aperçue et que j'ai pris conscience, c'est que ça m'était arrivé déjà une fois préalablement. Donc, ça me renforce dans ma volonté de justement de retenir l'approche, le plan d'action que j'ai brièvement exprimé tantôt, c'est-à-dire que de ne pas laisser aller les choses, d'avoir une action active le plus rapidement comme animatrice pour remettre le tout sur les rails le plus naturellement possible et éviter que la situation se cristallise. La question de l'incident critique, c'est quelque chose que Bruno Bourassa a apporté. C'est le fondement de l'approche et du travail que fait Bruno. C'est dans le fond, c'est de relever que ces incidents critiques-là sont rarement uniques en soi et que la personne les répète inconsciemment ou consciemment et qu'à partir du moment où elle le réalise, déjà la voie de changement, la voie de construction est en marche. Le relever, le verbaliser, le re-questionner ou se le faire re-questionner, ça permet déjà la construction du nouveau comportement recherché. Et la théorie de Bruno, les chercheurs l'expriment bien. Dès qu'on l'identifie, même des fois, on n'est même pas obligé d'aller si loin que ça dans notre phase d'introspection, de réflexion. On est capable d'avoir d'identifier des agirs extrêmement tangibles et rapidement. Et je trouve ce que ça fait comme approche, c'est que ça permet beaucoup de dédramatiser. Et ça permet de recadrer dans ta fonction d'animateur ou toute autre fonction, de recadrer l'importance de mettre le doigt sur et de bâtir à partir de ce constat-là plutôt et de faire de l'autoconstruction. Moi, je trouve que ça donne une plus grande agilité. C'est ça que j'ai finalisé cette activité-là en me sentant pas lourde, fatiguée, épuisée, mais en me sentant plus agile pour le futur comme animatrice. C'est une belle conclusion, Suzanne.